Radio J. 31 années d'indépendance, 6 mois de guerre. L'Ukraine résiste toujours face à la Russie, mais désormais la situation dans la centrale nucléaire de Zaporijia devient critique puisqu'elle est désormais totalement déconnectée du réseau électrique. C'est ce qu'on a pu apprendre notamment hier soir de l'opérateur ukrainien. Alors qu'en est-il exactement ? Qu'en est-il aussi du soutien de l'Europe à l'Ukraine ? Eh bien pour en parler ce matin, notre invité c'est Benjamin Haddad, député de Paris La République En Marche, également chercheur en relations internationales de profession. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors vous revenez d'Ukraine, donc bravo puisque vous êtes rentré hier soir, donc vous enchaînez là avec la radio. Vous êtes allé à Kiev accompagné d'une délégation de députés de toute l'Europe. Alors peut-être une première question, quel était le but, l'objectif de ce voyage ? Oui, j'étais à Kiev pour la fête nationale d'indépendance avec une délégation de députés de toute l'Europe pour marquer notre solidarité, pour dire aux Ukrainiens qu'on ne les oublie pas, que l'Europe est derrière eux dans leur combat pour leur liberté, pour leur souveraineté. Donc je crois que c'était important. C'est effectivement 31 années d'indépendance. Il faut se rappeler que les Ukrainiens avaient voté à 90% pour l'indépendance en 1991 et évidemment 6 mois de guerre. Donc nous avons rencontré un certain nombre de dirigeants politiques, de personnalités de la société civile aussi, pour entendre aussi, pour écouter de quoi les Ukrainiens ont besoin pour continuer à se battre dans les prochains mois qui vont être difficiles. Alors justement, ce n'est pas la première fois que vous vous rendez en Ukraine. Vous y êtes allé en 2014, 2015, 2018, donc vous connaissez bien ce pays. Et les Ukrainiens donc aussi entrés donc dans ce 6e mois de guerre. L'Europe qui se prépare malheureusement à un conflit bien parti pour durer. Quel est l'état d'esprit des Ukrainiens aujourd'hui ? Est-ce que la résistance est toujours aussi forte ? Oui, moi j'ai été frappé vraiment à la fois par la résilience des Ukrainiens, par leur détermination à mener ce combat jusqu'au recouvrement de l'intégralité de la souveraineté territoriale, donc jusqu'à la victoire face à l'agresseur russe. Beaucoup de résilience. Kiev aujourd'hui est une ville qui est presque revenue à la normale, puisqu'on sait qu'initialement l'objectif de la Russie c'était d'occuper le territoire ukrainien et d'attaquer Kiev. Donc ils avaient lancé une attaque éclair pour décapiter le régime. Kiev a résisté. Les villes autour que nous avons visitées aussi, comme Irpin ou Makariv, qui avaient été victimes d'un véritable martyre, ont aussi été libérées dans la banlieue de Kiev. Et donc aujourd'hui on a une ville qui retrouve une vie presque normale, même si scandée par les alertes de bombardement régulièrement. Il y en a eu 7 par exemple le jour de la fête d'indépendance. Ouais. Et effectivement, les Ukrainiens qui restent unis pour pouvoir se battre et qui, dans le même temps, reconstruisent les villes qui avaient été détruites. Et vous donniez ces chiffres sur les réseaux sociaux, notamment 81% des Ukrainiens ne veulent pas participer à un référendum d'annexion, 61% considèrent que leur région fait partie de l'Ukraine. Donc... Oui, absolument. Alors, parce que maintenant, on voit la stratégie de la Russie, qui était la même stratégie dans le Donbass d'ailleurs depuis 2014, qui est une stratégie progressivement d'annexion des territoires occupés, comme les territoires comme Kherson au nord de la Crimée, donc de distribuer des passeports russes à la population, d'imposer la langue russe et de passer au rouble sur la monnaie et de faire des référendums d'annexion. Mais qu'est-ce qu'on voit en fait depuis le début de ce conflit ? C'est que même les villes russophones, Kharkiv par exemple, dans le nord-est, qui est la deuxième ville du pays, résiste. Donc on voit bien qu'il y a une communauté nationale, un sentiment d'identité nationale ukrainien qui transcende les communautés linguistiques. Et donc la majorité de la population ukrainienne, même dans ces villes, ne veut pas participer à ce type de référendum d'annexion. Donc vous nous le dites, Benjamin Haddad, les Ukrainiens résistent face à la Russie qui pensait pouvoir s'emparer, selon les dires de ses services secrets, en tout cas de l'Ukraine, en seulement quelques jours, quelques semaines. Ce n'est pas le cas. Est-ce que la Russie aujourd'hui est dans l'impasse, dans un piège, comme l'a indiqué d'ailleurs le président ukrainien, qui souhaite, lui, non pas un cessez-le-feu, mais vraiment une contre-offensive, en fait. Oui, alors les Ukrainiens aujourd'hui préparent une contre-offensive. Aujourd'hui, on est dans une situation où les combats sont à peu près bloqués. On rentre dans une guerre d'attrition qui va être longue, où les Ukrainiens veulent maintenant lancer une contre-offensive, notamment sur la ville de Kherson pour la reconquérir. On a vu des frappes aussi du côté de la Crimée. Donc c'est pour ça aussi que les Ukrainiens nous demandent plus d'armements, que ce soit des munitions, que ce soit des armes antiaériennes, des drones, de l'artillerie lourde pour pouvoir se préparer à ce combat qui va être difficile et qui va mettre du temps. La Russie est dans une impasse. La Russie s'est fourvoyée sur sa capacité à pouvoir rapidement renverser le régime à Kiev. Je pense que Vladimir Poutine ne comprend pas ce sentiment national ukrainien. Il ne comprend pas qu'il est partagé profondément par la majorité des Ukrainiens. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais allé en Ukraine en 2014. C'était pendant
pour soutenir le mouvement de Maïdan, qui était le mouvement populaire à Kiev, qui avait mené au renversement du dirigeant Yanukovych. À l'époque, les Russes étaient persuadés que c'était un coup des Européens, des Américains. Non, il y a une volonté de la part de la population ukrainienne de vivre libre, de se rapprocher et de faire partie à terme de l'Union européenne, de défendre la démocratie sur leur territoire. Et c'est cela que le dirigeant russe a largement sous-estimé dans ses calculs quand il a lancé cette invasion. Alors, de nombreux pays européens fournissent déjà de l'équipement militaire à l'Ukraine, bien sûr. L'Union européenne qui envisage aussi d'organiser une mission d'entraînement et d'assistance à l'armée ukrainienne qui se déroulerait dans les pays voisins. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Oui, alors quand on commence à livrer des armements plus lourds, plus complexes, effectivement, dans certains cas, il faut être capable d'entraîner les Ukrainiens à les utiliser. Donc il y a déjà des missions, c'est des militaires par exemple, sur place au Royaume-Uni, et donc des militaires, alors non pas sur place, mais effectivement dans les pays voisins. La ligne rouge depuis le début, c'est de ne pas rentrer en co-belligérance, c'est-à-dire que les Européens, les Américains ne rentrent pas eux-mêmes dans le conflit, n'envoient pas de troupes. Au départ, par exemple, le président Zelensky demandait à l'OTAN une zone d'exclusion aérienne qui, là, effectivement, aurait pu provoquer une confrontation directe entre des avions occidentaux et des avions russes. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. On veut éviter une confrontation directe avec la Russie, mais donner aux Ukrainiens les moyens de se défendre. Donc ça veut dire les livraisons d'armes, ça veut dire effectivement dans certains cas, ce qu'on ne faisait pas au début, mais qu'on commence à faire, en tout cas les Britanniques, les Américains, des formations effectivement de militaires ukrainiens sur le territoire non ukrainien à l'utilisation de drones, de chars d'assaut, etc., un peu plus complexe. Et puis l'Union européenne aussi, on parle des livraisons d'armes. Évidemment, les Américains viennent d'annoncer encore un paquet de 3 milliards de dollars pour les Ukrainiens pour acheter des armes, pour développer leur armement. Et il y a aussi la question de l'aide humanitaire et économique. Donc l'Union européenne a promis 8 milliards d'euros d'aide économique à l'Ukraine pour la reconstruction. Donc ça faisait partie des demandes des dirigeants ukrainiens quand nous les avons rencontrés, que cette aide soit débloquée. Ouais. Il y a des groupes aussi, des groupes privés qui viennent en aide aux Ukrainiens, un groupe de vétérans des forces spéciales occidentales qui entraîne actuellement des soldats ukrainiens, la formation Mozart, en opposition à la formation Wagner, organisation paramilitaire russe proche de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative, justement ? Je pense qu'il faut être un peu prudent quand même sur le rôle que peuvent jouer des acteurs non étatiques ou des acteurs privés. Vous parliez de Wagner, on sait bien que Wagner n'est en fait pas véritablement un acteur privé, mais en fait un acteur que le régime russe, très proche du régime russe, qui l'utilise sur certains conflits pour pouvoir dire c'est pas moi, c'est Wagner, mais pour tester les lignes, c'était le cas en Syrie, ou c'était le cas aussi au Mali. Donc je pense que c'est important que ce type d'initiative reste contrôlé par les États. Donc restez prudent. Alors vous avez rencontré aussi, Benjamin, en Ukraine, le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba à Kiev. Qu'est-ce qu'il vous a dit et que pense-t-il aussi de l'attitude des Occidentaux, de l'Europe et surtout de la France à l'égard de son pays ? Déjà, de la part de tous les dirigeants ukrainiens à qui nous en avez parlé, c'est le cas de Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères, beaucoup de reconnaissance. Puisque les Ukrainiens savent bien aujourd'hui qu'ils ont besoin de l'aide occidentale, économique et militaire, qu'elle a été absolument critique. C'est d'abord grâce à leur résistance courageuse et héroïque qu'ils ont été capables de repousser les assauts russes, mais effectivement cette aide est importante. Donc on a vu beaucoup de remerciements, beaucoup de gratitude. Et après effectivement il nous a parlé de son analyse de la situation, du fait que les Ukrainiens étaient déterminés à se battre jusqu'au bout pour défendre leur territoire, et une demande de continuer cette aide, de continuer, parce que les Ukrainiens savent, ils entendent ce que disent nos dirigeants, ce qu'a dit par exemple le président de la République ces derniers jours. Nous savons que les prochains mois vont être difficiles pour nos économies. Nous avons pris, nous, des mesures cet été d'ailleurs à l'Assemblée nationale pour continuer à protéger le pouvoir d'achat des Français, à plafonner les prix de l'énergie. On sait que cette guerre qui est menée par la Russie a un impact sur les prix de l'énergie, sur l'inflation, que ce soit en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Donc il faudra aussi de la résilience de notre part. Les prochains mois vont être difficiles, les Ukrainiens le savent, donc nous demandent de rester solidaires, nous demandent de continuer à les soutenir sur le plan économique, et militaire et diplomatique. L'Europe doit devenir une puissance politique mondiale, c'est le titre notamment d'un article du Financial Times que vous avez récemment partagé sur votre compte Twitter. Alors justement, comment l'Europe peut-elle devenir une puissance politique mondiale ? Oui, c'est un excellent article de Laurence Boone, notre ministre déléguée aux Affaires européennes. Moi, je suis convaincu que cette guerre marque la fin d'illusions dans laquelle avaient pu se bercer peut-être certains pays européens depuis la fin de la guerre froide. C'est-à-dire qu'on
que les conflits, les guerres traditionnelles étaient finis sur le continent européen, qu'on pouvait peut-être se reposer sur d'autres puissances comme les États-Unis pour nous défendre. Moi, je n'ai jamais cru à cela. Je crois que les Européens doivent être capables de se doter des instruments de la puissance, que ce soit sur le plan militaire, donc en augmentant leur budget militaire au niveau national et en augmentant aussi les coopérations sur les questions de défense entre pays européens, sur le plan technologique, en investissant dans la réindustrialisation et l'innovation, et sur le plan énergétique. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur cette question énergétique? C'est que la Russie a utilisé la dépendance de certains pays comme l'Allemagne comme une arme, comme un levier d'influence sur nos démocraties. Nous, on avait vu l'énergie avant tout peut-être comme un bien qui s'échange sur un marché entre des fournisseurs et des clients. C'est un enjeu de souveraineté. Donc, développer le renouvelable, développer le nucléaire, les coopérations au niveau européen, diversifier évidemment nos sources d'approvisionnement. Voilà, c'est cette réflexion, être capable de penser aussi en termes stratégiques, en termes de rapport de force. C'est tout cet effort-là que les Européens doivent être capables de faire dans les prochaines années. Et on parle aussi d'un octroi du statut de candidat à l'Ukraine et à la Moldavie en reconnaissant la perspective européenne en Géorgie. L'Union européenne doit vraiment ancrer les Balkans occidentaux dans la famille européenne? Oui, je le crois. Je crois que, alors, il faudra être extrêmement exigeant. Donc, on parle d'un processus très long, puisqu'il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord reconnaître le statut de candidat, après ouvrir les processus de négociation, et puis après, à terme, peut-être dans 15-20 ans, si ces pays sont prêts, s'ils ont fait le travail sur la corruption, sur l'état de droit, sur les réformes économiques, là, peut-être les faire rentrer dans l'Union européenne. Aujourd'hui, ces pays ne sont pas prêts. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que déjà, ils sont sur le continent européen, ils veulent faire ce travail démocratique, ils veulent se rapprocher de l'Union européenne, et c'est aussi un enjeu de stabilité, c'est un enjeu stratégique pour nous en Europe. Alors après, il y a aussi la question de savoir ce qu'on fait dans l'intervalle, parce que le processus d'élargissement ne peut pas être la seule politique étrangère de l'Europe dans cette région. Et c'est la proposition du président de la République de créer une communauté politique européenne. Vous auriez d'un côté l'Union européenne, mais aussi les pays du voisinage, que ce soit les pays des Balkans, la Serbie, la Bosnie, l'Albanie, et des pays comme la Moldavie, l'Ukraine et la Géorgie, Moldavie et Géorgie ont aussi des conflits gelés, des territoires qui sont occupés par la Russie. Comment est-ce qu'on peut les intégrer dès aujourd'hui, à un certain nombre de politiques européennes pour y promouvoir la paix et la stabilité? Alors, une dernière question, brièvement, c'était aussi important de vous questionner sur ce sujet, puisqu'on parle de l'Europe. J'ai aussi envie de vous interroger sur ce qui se passe dans le Haut-Karabakh. Les Arméniens qui sont actuellement chassés de chez eux dans cette région depuis plusieurs semaines, humiliés, spoliés, déplacés de force. Et on a vu ce jour terrible hier pour les Arméniens, pour les habitants de la région qui ont été déplacés de force, obligés de quitter leur terre. Pourquoi un tel silence sur ce sujet, que ce soit de la part du président de la République ou des responsables politiques en général? Déjà, je ne crois pas qu'il y ait de silence, puisque le président de la République avait été très ferme vis-à-vis des agissements de la Turquie contre de l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie à l'époque. Elle avait même parlé d'ailleurs d'envoi de djihadistes, je me rappelle, pendant le conflit il y a 2 ans. Je crois qu'il faut faire plus pour continuer à soutenir l'Arménie. Voilà un autre exemple d'un conflit qui a été trop longtemps oublié sur notre territoire, avec des ingérences étrangères de la Russie et de la Turquie, sur lequel l'Europe a été beaucoup trop impuissante. Donc je pense qu'effectivement on doit faire plus pour aider nos partenaires arméniens à défendre leur souveraineté, leur population, et repenser encore une fois et être capable de réinvestir notre environnement direct. On parle là aussi de l'Europe, du Caucase, c'est très proche de nos frontières, de réinvestir en tant qu'Européens. Eh bien, merci beaucoup Benjamin Haddad pour toutes ces précisions. Je le rappelle, vous êtes député de Paris, La République En Marche, et on vous retrouve très bientôt sur Radio J en tant que chroniqueur dans le grand journal de Steve Nadjar, notamment l'après-midi à partir de 14h. Merci, à très bientôt.